le premier humain qui a dit « Ceci est à moi », n'était pas un visionnaire. Ce n'était pas le père du progrès. Ce fut le véritable fondateur de notre malheur. Cette simple phrase, cette idée radicale, est à l'origine de toutes les inégalités, de toutes les guerres et de toutes les révolutions. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette invention a simultanément créé la civilisation et sa propre destruction. Pendant 98% de notre école-histoire, près de 300 000 ans, Homo sapiens a vécu sans connaître la propriété privée. Imaginez un monde où le mot mien n'a de sens que pour les outils que vous portez, mais jamais pour la terre sous vos pieds. Dans de nombreuses tribus, comme chez les Hadza de Tanzanie, accumuler des biens était un acte antisocial, une source de honte. Le prestige ne venait pas de ce que l'on possédait, mais de ce que l'on donnait. Le partage n'était pas une option, c'était une assurance vie. Ce n'était pas un monde sans violence, mais la nature des conflits était différente. Les guerres n'étaient pas menées pour conquérir des territoires, mais pour des raisons personnelles, de statut ou de vengeance. Alors, comment tout a basculé? La réponse est la révolution néolithique. Mais pas pour la raison que vous croyez. Une découverte récente a bouleversé nos certitudes. Les premières formes d'agriculture n'étaient pas plus productives que la chasse et la cueillette. Alors pourquoi ce changement? L'anthropologue Jung-Kyu Choi nous donne la clé. L'agriculture a réussi non pas parce qu'elle allégeait le labeur, mais parce qu'elle facilitait l'application des droits de propriété privée. C'est là que tout commence. Il est plus facile de défendre une parcelle de blé qu'un troupeau de gazelles sauvages. Pour la première fois, un humain pouvait planter un bâton dans le sol et dire « Ceci est à moi ». Et avec cette idée, un autre concept est né. Le mur. Les murs de la ville de Jéricho, parmi les plus anciennes fortifications du monde, sont le symbole physique d'une nouvelle mentalité, la manifestation en pierre de la séparation entre nous et eux. La propriété privée a créé la frontière. Pour gérer cette nouvelle complexité, l'écriture a vu le jour. Les premières tablettes d'argile en Mésopotamie ne sont pas de la poésie. Ce sont des livres de contes inventés pour tracer les dettes, les surplus de grains, pour enregistrer qui possédait quoi. Les conséquences furent immédiates et brutales. L'inégalité héréditaire est apparue il y a 7000 ans, prouvée par l'analyse de squelettes enterrés avec ou sans richesse. La loi, comme le code d'Hammurabi, est devenue obsédée par la protection de la propriété. Et la guerre organisée a éclaté pour le contrôle de la terre. Pour comprendre la brutalité de ce nouveau monde, nous devons voyager dans le temps, sur un site précis en Allemagne, la fosse de la mort de Thalheim. Il y a 7000 ans, un événement d'une violence inouïe a eu lieu ici. Les archéologues ont découvert un var massif contenant les restes de 34 personnes. Hommes, femmes et enfants, jetés pêle-mêle. L'analyse forensique est glaçante. La plupart des crânes présentent des fractures fatales à l'arrière, causées par des herminettes, des haches de l'époque. Ces blessures indiquent que les victimes ont été attaquées par derrière, probablement en tentant de fuir. Elles ont été exécutées. Il n'y a aucun signe de combat ou de défense. Les analyses génétiques ont révélé que les attaquants faisaient partie de la même culture que les victimes. C'était un massacre de voisins. Le motif le plus probable? Une rafle pour s'emparer des terres, du bétail, des femmes. Ce n'était pas une bataille pour l'honneur. C'était une extermination pour des ressources. C'est l'un des premiers actes d'accusation de la propriété privée, écrit non pas avec de l'encre, mais avec des os brisés. C'est le grand paradoxe de la propriété privée. D'un côté, elle a permis l'essor de la civilisation, mais de l'autre, elle a planté les graines de notre propre destruction. C'est ce que le philosophe Jean-Jacques Rousseau avait compris. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Mais tous les penseurs n'étaient pas d'accord. Le philosophe anglais John Locke a offert la justification la plus puissante à la propriété. Pour lui, lorsqu'un homme mélange son travail à la nature, en cultivant un champ, il en devient le propriétaire légitime. C'est l'argument fondamental qui soutient notre système capitaliste. Mais un siècle après Rousseau, un autre philosophe français, Pierre-Joseph Proudhon,
a répondu avec une phrase devenue célèbre, une véritable bombe. La propriété, c'est le vol. Pour Proudhon, toute appropriation initiale est un vol, car elle prive tous les autres de leur droit commun d'utiliser cette ressource. Cette idée de propriété absolue a été perfectionnée et systématisée par une civilisation, Rome. Le droit romain a gravé dans le marbre le concept de dominium, la possession totale, exclusive et quasi sacrée d'un bien. À travers leur conquête, les Romains ont exporté ce code juridique à travers toute l'Europe, construisant l'infrastructure légale sur laquelle notre monde est encore bâti. Mais l'exemple le plus brutal de ce processus s'est produit bien plus tard, en Angleterre. Pendant des siècles, les paysans avaient accès à des terres communales. Mais à partir du XVIIIe siècle, l'aristocratie a lancé le mouvement des enclosures. Par des actes du Parlement qu'ils contrôlaient eux-mêmes, ils ont privatisé des millions d'hectares. Les études scientifiques sont formelles. Les paysans ont perdu leurs droits traditionnels, leur accès à la terre et leur indépendance économique. Ces communautés dépossédées sont devenues la main-d'œuvre bon marché et désespérée qui a alimenté les usines de la révolution industrielle. L'acte du premier homme plantant son bâton dans le sol était maintenant répété à l'échelle d'une nation entière, avec la loi de son côté. Alors, si cette invention vieille de 10 000 ans est à l'origine de nos problèmes, y a-t-il une issue? L'idée de propriété semble si profondément ancrée qu'il est difficile d'imaginer un monde sans elle. Pourtant, aujourd'hui, des forces puissantes commencent à la remettre en question. Regardez le monde numérique. Les plus grandes innovations de notre époque, comme les logiciels open source qui font fonctionner Internet ou des encyclopédies comme Wikipédia, sont des communs numériques. Elles ne sont la propriété de personne et appartiennent à tout le monde. Dans ce nouveau domaine, le partage crée de l'abondance, tandis que la propriété crée des barrières. En parallèle, un changement psychologique s'opère. Les nouvelles générations valorisent de plus en plus l'accès plutôt que la possession. L'important n'est pas de posséder une voiture, mais d'avoir accès à un moyen de transport. Pas de posséder une collection de disques, mais d'avoir accès à toute la musique du monde. Cette économie de l'accès ronge lentement les fondements de la propriété traditionnelle. Mais l'argument ultime est planétaire. La crise climatique nous force à affronter la faille la plus profonde de notre système. L'idée qu'un individu ou une entreprise puisse posséder une partie de la Terre et la détruire pour le profit est une idée qui menace de nous détruire tous. La survie de notre espèce pourrait bien dépendre de notre capacité à réapprendre une vieille leçon. Que cette planète n'est pas une collection de propriétés privées, mais un bien commun. L'idée de propriété nous semble naturelle, éternelle. Mais l'histoire nous prouve le contraire. C'est une invention qui nous a donné le monde moderne, et peut-être la clé de sa fin. L'origine de tout se cache souvent dans les idées que nous ne remettons jamais en question.